It's over! The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of 7 series at 2 apiece. You've just seen history. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de The Natural Podcast. Aujourd'hui, premier podcast d'une série de 3, un petit peu pour prévoir cette rentrée, que ce soit en NBA ou tout simplement cette rentrée scolaire, cette rentrée au taf après cet été assez morne en tout cas pour Paris, assez pluvieux. Tout simplement, j'ai décidé de vous faire une sorte de classement prévisionnel, un petit peu mes prédictions pour cette année 2024-2025. Donc on va faire tout simplement la conférence Est. Aujourd'hui, la conférence Ouest dans une prochaine vidéo, dans un prochain podcast, et enfin on finira pour mes prédictions pour tout simplement le MVP, le MIP, tous les titres décernés en fin de saison. On fera un top 3 pour le MVP, etc. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Évidemment, vous vous douterez bien que dès la deuxième semaine, avec les blessures, avec les aléas, avec les progressions, avec énormément de choses, ce ne sera plus correct. Évidemment, je ne prévois pas l'avenir, mais je pense que ça peut être très intéressant parce qu'on peut revenir vite fait sur chaque équipe NBA, voir un petit peu ce qu'ils ont fait lors de l'intersaison, comment elles peuvent progresser ou tout simplement régresser, et c'est un petit peu le but ici. Ce n'est pas du tout d'essayer de voir le prochain vainqueur NBA, ça peut être très compliqué, et encore plus de faire un classement tout simplement des 30 équipes NBA, c'est tout simplement impossible, je pense. En tout cas, moi je l'ai fait aussi avec les victoires-défaites, juste pour vous donner un ordre d'idée de où ils se situeraient, même pour les années précédentes, etc. Et je pense que là, prévoir les victoires et défaites en NBA sur 30 équipes, c'est tout à fait impossible. Enfin bref, on va commencer donc par la conférence Est dans ce premier podcast. On va y aller. Go. Alors, cette fameuse conférence Est, déjà je pense que pour commencer, pour parler de chacune des équipes et pour gagner un minimum d'audimat et vous garder en haleine jusqu'à la fin, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de commencer justement par cette fin, par cette 15e équipe à l'Est. Et donc, tout simplement, j'ai décidé de vous présenter en 15e position les Wizards en 17 victoires pour 65 défaites. Pas beaucoup de surprises, évidemment. Là, je me suis pas énormément mouillé, même si je pense que cet effectif est beaucoup plus cohérent et a beaucoup plus de talent que l'année dernière. Je pense tout de même qu'ils n'auront pas le moyen de viser plus haut aujourd'hui. Alexandre Sarr, on l'a vu, même si c'est évidemment de la Summer League, qui est le deuxième choix de cette draft, a encore énormément de défauts à polir. Il n'est pas habitué au jeu NBA. On le verra en saison, c'est un jeu totalement différent, évidemment, mais je pense qu'il lui faudra au moins 1 ou 2 saisons d'adaptation, lui laisser le temps, et de toute façon, on le voit dans les rankings un peu de Rookie of the Year, de ce genre de choses. Carlton Carrington, le meneur qui a été drafté en 14e place, a beaucoup plus de voix chez un certain nombre d'experts pour devenir un petit peu ce rookie de l'année, même s'il n'est pas non plus le clair favori. Mais à côté de ça, on a un effectif qui a toujours les mêmes cadres, Kyle Kuzma, Jordan Poole. On verra si cette deuxième saison pour Jordan Poole sera meilleure. Si c'est pas le cas, je pense qu'on peut vraiment viser les 17 victoires à l'année. On a aussi l'arrivée d'un Jonas Valanciunas pour essayer de jouer à côté d'Alexandre Sarr, pour jouer à sa place, faire tourner des rotations assez intéressantes, mais aussi l'arrivée de Malcolm Brogdon. Je pense que Jonas Valanciunas et Malcolm Brogdon sont des vétérans assez intéressants, l'un est même européen, pour former les joueurs comme Alexandre Sarr, Carlton Carrington, même Tristan Vucevic, ce genre de joueurs, ça peut être vraiment super intéressant pour eux. Même Kaishan George, évidemment, sur les ailes, il y a aussi Corey Kispert. On a un effectif assez profond, on va dire, de jeunes, qui commence à s'étoffer en tout cas, même si pour moi, il manque ce talent brut, ce talent pur. Alexandre Sarr, pour moi, ne l'est pas et ne le sera sûrement jamais, même si il peut devenir un lieutenant très intéressant. Je pense pas qu'il a cette rigueur et cette force offensive. Bilal Coulibaly non plus. Je pense déjà que cette année, le but sera de poser vraiment un contexte et une base défensive pour les prochaines années assez intéressante, et évidemment de gérer ces jeunes. Mais à côté de ça, il y a vraiment aucune profondeur d'effectif. Des joueurs un petit peu gadgets entre guillemets qui savent ou qui ont un élément élite de leur jeu, mais pas plusieurs. Alexandre Sarr, vraiment le côté défensif, mais l'attaque est vraiment à modeler. Même en Australie, c'était compliqué de s'approcher du panier. Bilal Coulibaly, évidemment, le shoot, le fait de porter le ballon, beaucoup de choses à polir de tous les côtés. Puis des joueurs, on ne sait pas ce qu'ils vont donner. Johnny Davis, Marvin Bagley, c'est assez compliqué, même si Marvin Bagley a un certain âge maintenant. On sait encore qu'il a du potentiel, mais c'est compliqué de s'imaginer avec ces joueurs dans une équipe qui sera compétitive.
Enfin bref, donc voilà, les Wizards sont 15e, ça me paraît assez logique jusqu'ici, et je pense qu'il faudra encore attendre 1 an, peut-être 2, pour les voir se relever si leur début se passe bien, dans le sens où s'ils arrivent à avoir une superstar pendant cette draft, ils peuvent déjà accumuler plus de victoires, mais je pense qu'ils devront encore tout simplement tanker pendant 2-3 ans. Donc voilà, on va passer directement à la 14e place, hein. Ça va aller assez vite. Là, on est sur les Nets. Les Nets de Brooklyn, je leur ai mis 19 victoires pour 63 défaites. Donc voilà, déjà pendant cette intersaison, ils ont réussi à récupérer leur pick sur les 2 prochaines années, je crois, en échange des picks des Suns qui vont aux Rockets. Mais aussi, et ça je trouve ça très important, ils se sont séparés un petit peu de leur jeunesse qui n'était plus si jeune que ça pour récupérer l'intégralité jusqu'à 2050 des pics et des premiers tours des Knicks. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Là, ils ne seront pas dans une espèce d'entre-deux. Ils pourront vraiment commencer une reconstruction, vraiment tout simplement intéressante et palpable. Là où avant, l'année dernière, on avait vraiment l'impression d'un entre-deux assez miteux. Et je pense qu'on a vraiment perdu 1 an avec cet effectif, tout simplement parce qu'on se faisait des films après le départ de KD. Des joueurs ont survolé un petit peu leur niveau habituel. Mais là, pour le coup, je pense que ce ne sera pas le cas. Je pense qu'on aura un effectif assez catastrophique sur cette première année, mais qui peut être intéressant. Déjà, le côté intéressant, c'est évidemment Cam Thomas. Cam Thomas aura tous les ballons, pourra faire une saison peut-être à 22, 23 points par match, même s'il était déjà à 21 ou 22 l'année dernière. Voilà, on peut espérer continuer sur cette lancée-là, mais pour moi, il est quand même un profil assez limité, sous-dimensionné. Peut-être potentiellement pour un transfert, ça pourrait être bien pour recommencer vraiment sur des bases totalement saines. Je sais pas s'il a ce talent. En tout cas, il fait des matchs à 40 points. Il a vraiment un jeu offensif léché et je pense que si on lui met la balle dans les mains, il peut se passer de bonnes choses, mais je pense que ça ne gagnera pas assez de matchs. On a aussi à surveiller Noah Conley, évidemment, qui en fin de saison a su montrer quelque chose d'intéressant. Day'Ron Sharpe aussi sur un poste 5. Trendon Watford, que j'appréciais particulièrement à Portland, même si évidemment on parle pas d'une future star, ça peut être intéressant à suivre. Et Dariq Whitehead qui sort de 2 ans de blessure, donc à voir le niveau qu'il peut avoir, mais lorsqu'il était au lycée, c'était vraiment une star tout simplement. Donc à voir s'il peut être remis sur les bons rails. Donc voilà, on a un effectif hypothétique, déjà un effectif qui ne veut rien dire sur un long terme, qui devra progresser individuellement et collectivement, mais cette année ça ne gagnera aucun match, il faut s'en rendre compte. On n'a pas des joueurs qui connaissent le chemin, on a même très peu à mon sens de vrais professionnels dans cet effectif. On a aussi un joueur qui m'intéresse particulièrement à suivre, en tout cas sur cette saison, c'est Ziaire Williams. Les Memphis Grizzlies étaient montés à la draft pour le récupérer, on sait qu'ils draftent très très bien et c'est peut-être une de leurs seules erreurs de casting sur les dernières années. Évidemment, c'est une erreur assez légère, ça reste un joueur correct, Ziaire Williams, mais à voir si dans un autre effectif avec peut-être plus de responsabilités, il peut s'épanouir autrement. Donc voilà. Dernière chose, Nicholas Claxton, je ne sais pas, il a 24 ans, 23 ans aujourd'hui, s'il fait partie du projet à long terme ou s'il sera une monnaie d'échange assez intéressante, peut-être la plus grosse monnaie d'échange avec des joueurs comme Dennis Schroeder ou tout simplement des joueurs comme Dorian Finney-Smith. Ça peut être vraiment des monnaies d'échange intéressantes, donc on peut avoir un effectif totalement remodelé aussi au milieu de l'année, ce qui expliquerait aussi un nombre de défaites aussi important. Bref, en tout cas, je pense que j'ai été assez clair là-dessus. Les Nets ne visent clairement pas le play-in ou les playoffs. Ils sont là pour reconstruire et ils vont partir sur un tank assez sévère cette année. Enfin bref, on va passer directement à la 13e place. Et en 13e place, on parle d'un nouveau tank. Évidemment, on est à l'Est. Vous savez que des équipes en reconstruction, il y en a beaucoup. Enfin, beaucoup, en tout cas, il y en a beaucoup plus qu'à l'Ouest, ça c'est une certitude, et les Bulls en font partie parce qu'ils sont aujourd'hui dans mon classement prévisionnel 13e avec seulement 22 victoires pour 60 défaites. Donc voilà, une année assez compliquée, on peut être d'accord là-dessus. Enfin, une reconstruction effective avec le départ de DeRozan. Zach LaVine n'est plus dans le projet, mais son contrat a l'air d'être imbougeable. C'est vraiment assez compliqué. De toute façon, il est entouré d'un collectif qui ne gagnera pas assez de matchs à mon sens. Donc ça peut être très intéressant de lui faire gagner quelques matchs à cet effectif des Bulls en début de saison, raison pour laquelle ils ne seront que 13e, pour pouvoir vendre un joueur comme Zach LaVine, mais aussi un joueur comme
Vucevic. Ça peut être très intéressant pour entamer une vraie reconstruction et se débarrasser de ce fardeau. À côté de ça, on a un joueur comme Lonzo Ball qui pourrait revenir. On verra le niveau, mais ça peut être un asset aussi intéressant. Un pari, on va dire, à court et moyen terme. Hein. Et on a eu un certain nombre de transferts cet été avec Caruso, etc., qui ont amené Josh Giddey dans cet effectif. On a eu l'arrivée de Matas Buzelis aussi, qui est, je crois, 11e choix de draft et qui provient de Chicago. En tout cas, il a grandi à Chicago. On a Kobe White qui était dans le débat MIP l'année dernière et l'arrivée très intéressante à mon sens de Jalen Smith, un pivot assez particulier et qui peut jouer aussi ailier fort ou pivot à côté de Patrick Williams. Bref, des joueurs, je pense, avec des potentiels certains, mais des potentiels très peu élevé. Dans cet effectif, qui a le potentiel le plus haut? Peut-être Matas Buzelis, c'est encore à voir, ou Kobe White. Je ne sais pas, c'est vraiment faiblard. C'est peut-être des joueurs qui ont déjà atteint, je parle surtout de Kobe White évidemment, ou Josh Giddey, pas atteint leur prime, mais on voit le joueur définitif qu'ils seront dans 1 ou 2 ans, et ça peut être très peu intéressant pour un effectif qui recherche du talent. Donc cet effectif est vraiment au début d'une reconstruction. On a peut-être seulement 1 ou 2 joueurs qui seront là en définitif, peut-être Matas, peut-être Ayodo Sumnu et Kobe White ou Jalen Smith, que sais-je, mais en tout cas ça manque de talent certains, et je les ai mis 13e juste parce que tout simplement ils ont des talents qui doivent bouger, avec qui ils doivent encore se séparer, qui sont là. On a aussi un coaching staff qui pour moi a remodelé, et pour le coup je n'ai pas parlé des Nets et des Wizards pour tout le côté on va dire GM, tout le côté front office, mais j'ai encore énormément de doutes sur la capacité de ce front office à reconstruire, mais aussi à faire les bons choix. Et on l'a vu avec Zach LaVine, on l'a vu aussi avec potentiellement le transfert de Caruso pour Josh Giddey. Donc à voir, ils ont vraiment énormément de choses à prouver, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que voilà, les Bulls sont quand même une des plus grosses franchises de la NBA et les revoir encore une fois, parce que ça arrive quand même assez souvent dans les bas-fonds de l'Est, c'est vraiment problématique. Enfin bref, 22 victoires, 60 défaites et on peut passer directement à la 12e place. Et pour cette 12e place, de toute façon, énormément de personnes se diront, ou vous vous êtes déjà dit, tout simplement, où sont les Pistons? Les Pistons sont 12e. Ils sont là maintenant, avec 29 victoires pour 53 défaites. Et une progression. Une certaine progression, 10 matchs, 15 matchs de gagner en plus, c'est déjà ça. Je trouve ça quand même intéressant. Et pourquoi j'ai fait ce choix-là? Tout simplement parce que Cade Cunningham, pour moi, va devenir un des meilleurs, ou en tout cas un top 7 meneur de cette ligue l'année prochaine. Il a vraiment fait une saison très intéressante. Il était meilleur au shoot, ce qui vraiment lui manquait sur son début de carrière, tout simplement. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on pourra avoir un numéro 1 clair aux Pistons, ce qui leur manquait depuis peut-être plus d'une décennie. Mais à côté de ça, j'ai l'impression aussi que leur relation 1-5 avec Jalen Duren peut avoir pris énormément d'expérience. Jalen Duren peut encore avoir pris un certain niveau. Déjà que c'est un excellent rebondeur. Peut-être que s'il prend maturité défensive, s'il arrive à jouer plus correctement offensivement ou à prendre un plus gros rôle des deux côtés du terrain, on peut avoir une relation assez intéressante. Et à côté de ça, ce qui manquait à cet effectif, c'était vraiment une capacité à shooter et à écarter le jeu, surtout avec un joueur comme Cade Cunningham qui n'est pas un shooter naturel. Il a besoin de ses joueurs autour de lui. Il ne l'avait pas l'année dernière, il a fait quand même une excellente saison, à mon sens. C'est le seul qui a un petit peu surnagé dans ce marasme, et j'ai vraiment l'impression que l'arrivée de Tobias Harris, pour un certain prix certes, mais très intéressante sur un poste 4, Tim Hardaway sur un poste 3 aussi, et après, selon ce qui se passe, vous voyez ce qui marche le mieux, avec Ausar Thompson en poste 2, peut-être des joueurs comme Simone Fontecchio, si on arrive à s'adapter, ce n'est pas un poste 2, mais voilà, c'est quelqu'un qui peut shooter et qui a fait aussi une bonne saison, une bonne progression l'année dernière. Evan Fournier, il y a Cam Spencer aussi, Marcus Sasser, à voir qui peut prendre ce poste 2. Je ne sais pas si justement l'un des gros talents de cet effectif qui est Jaden Ivey, qui se révèle être plus un poste 1 ou en tout cas un joueur qui a besoin du ballon dans les mains et qui est tout simplement quelqu'un qui doit pénétrer, qui a beaucoup de déchets mais qui n'est pas un shooter lui aussi naturel, et la bonne solution à côté de Cade Cunningham. Malgré leur sortie ensemble, leur sortie médiatique ensemble, le fait qu'ils veulent progresser et relever Détroit lorsque Killian Hayes s'était fait couper, c'était un peu ce qui était dit en sous-texte. Je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas on a déjà du shoot, beaucoup plus de talent, parce que Tobias Harris est quand même un joueur supérieur à ce qu'ils avaient, et évidemment
on a Ron Holland. On a un joueur qui était dans un contexte vraiment pourri du côté de la Ignite et qui faisait quand même des stats. Donc je pense qu'il peut stater aussi à Détroit. Il peut aussi être entouré de beaucoup plus de vétérans que ce que les joueurs de Détroit étaient entourés les années précédentes. Ça peut vraiment l'arranger et ça peut lui faire passer des steps beaucoup plus vite qu'à des joueurs comme tout simplement Jaden Ivey, Cade Cunningham ou certains flops comme nos deux Français, nos deux anciens Français des Pistons. Donc très intéressant, lui aussi n'écarte pas le jeu, mais pour moi, pris en 5e position, c'était le plus gros talent. Potentiellement, ça peut être la deuxième ou troisième arme ou la première arme sur le banc de cette équipe des Pistons. À voir si tu mets Tim Hardaway ou Ron Holland, il faut voir comment ça affecte le spacing, ça affecte le jeu de Cade Cunningham, mais à long terme, c'est possible qu'on ait enfin un lieutenant ou en tout cas 2 lieutenants s'il manque encore une star aux Pistons potentiellement. On a déjà un petit peu plus de talent dans cet effectif et pour moi, déjà gagner 29 matchs pour un effectif comme ça, c'est très intéressant. Le problème étant que tu gagnes 29 matchs grâce aux vétérans et tu n'arrives toujours pas, en tout cas au moment T, quand je tourne ce podcast, tu n'arrives pas à développer vraiment tous tes jeunes. Toutes les équipes qui étaient en position de, après le passage à la 8e place à l'Est il y a plus de 5 ans maintenant, toutes les équipes qui étaient en reconstruction l'ont fait et l'ont fini et sont maintenant des équipes supérieures. Je parle d'OKC, du Magic, même des Rockets, des Grizzlies, etc. Ce sont des équipes, même si les Grizzlies c'était particulier, toutes ces équipes te sont passées devant. Tout simplement, il faut que les Pistons se relèvent et j'ai peur que ça soit avec des vétérans et qu'au final ça donne encore un plafond à cet effectif qui ne sera pas très haut. Enfin bref, voilà, vous m'avez compris, c'est particulier à voir, ça va beaucoup se baser sur Jaden Ivey et Ron Holland, parce que je pense que Cade Cunningham et Jalen Duren sont des joueurs d'avenir, mais ça va se baser sur le fait de passer un step, ou en tout cas pour Ron Holland d'être un vrai joueur pour l'un de ces deux-là. Donc voilà, on va continuer du coup avec cette 11e place, aux portes du coup du play-in, c'est un petit peu dommage, mais vous allez remarquer aussi que cette conférence Est, au final, pour aller au play-in, c'est très simple, il suffit de ne pas tanker. Et pour moi, cette équipe que je vous présente est donc les Raptors, qui pour moi gagneront 35 matchs pour 47 défaites. Cette équipe des Raptors, sera trop forte pour tanker, même si ça aurait été son souhait, parce que tout simplement ils repartent avec un effectif assez similaire à l'année dernière, vu qu'ils se sont fait chourer leur pick par les Spurs, qui l'ont ensuite revendu tout simplement à un effectif des Timberwolves. Donc c'est assez particulier ce qui se passe, parce que tout simplement pour moi l'année dernière, quand ils jouaient avec cette équipe jeune, avec Scottie Barnes, avec R.J. Barrett, Immanuel Quickley, et puis bien sûr Bruce Brown, etc. Ils avaient déjà un effectif avec une base et une assise défensive vraiment très intéressante. C'est-à-dire que je pense qu'ils gagneront des matchs un petit peu malgré eux, du fait du talent tout simplement de leurs joueurs. Immanuel Quickley est un joueur qui peut vraiment tenir le poste 1, R.J. Barrett le poste 3 ou 2, ça peut être très intéressant, surtout que j'ai l'impression qu'il a passé un step en revenant au Canada, lui qui est canadien, et bien sûr Scottie Barnes est un joueur à suivre, potentiel star ou all-star, qui peut être hyper intéressant, mais qui peut être trop fort pour tanker, en tout cas avec ces trois-là, ou avec le matériel qu'il y a autour. Parce qu'on a encore Bruce Brown, on a aussi un Grady Dick qui sera en 2e saison et qui a fait une bonne fin de saison. Il y a Jacoby Walter, un poste 2, qui est un bon shooter aussi, à voir comment ça se développe. Et bien sûr, Jacob Poeltl, qui est pour moi un très bon poste 5, un petit peu sous-estimé, même si ça reste un joueur avec un plafond pas très haut, un joueur, un soldat pur tout simplement, qui a fait des bonnes saisons aux Spurs dans une équipe en reconstruction. On a aussi Kelly Olynyk. Enfin bref, on a vraiment des joueurs tout simplement qui sont des guerriers, qui sont des joueurs qui pourraient être 8e, 7e, 6e homme dans des effectifs plus compliqués. Et on a des jeunes stars en devenir, mais qui ont déjà un certain âge, c'est-à-dire 22, 24, 25 ans pour Immanuel Quickley, R.J. Barrett, etc. Donc je pense que il faudra faire un tri autour de ces 3 stars pour avoir un effectif médiocre, ou en tout cas faire en sorte qu'ils
qui gagnent moins de matchs. Mais pour moi, je les vois déjà plus forts que tous les effectifs que j'ai mis derrière eux. Et en plus de ça, je pense que défensivement, ils peuvent être très très intéressants et ça peut jouer tout simplement contre eux. Hein. Vous reverrez les matchs de l'année dernière, là où ils devaient tanker après le transfert de Pascal Siakam, d'OG Anunoby et tout ça, ils gagnaient carrément des matchs. C'est vraiment problématique et je pense qu'on peut rester sur le même phénomène cette année. Après, évidemment, tu peux accumuler des jeunes pour un package et récupérer cette star, cette future star jeune pour la mettre à côté de Scottie, RG et Emmanuel Quickley. Ça peut être une autre façon de se reconstruire, mais en tout cas, pour tanker, ce n'est pas la bonne façon. Et je pense donc qu'ils seront dans une position assez inconfortable l'année prochaine. Enfin bref, voilà ce que j'en pense. On va passer directement au début du play-in avec la 10e place. Et pour moi, en 10e place, ça va paraître étonnant pour certains et tout à fait logique pour d'autres, on aura le Miami Heat. Tout simplement, le Miami Heat est un effectif en double timeline qui vieillit en plus de ça avec un Jimmy Butler qui a une saison dernière assez catastrophique avec du coup cette même triple timeline. Hein. Jimmy Butler a 35 ans, Tyler Herro et Bam Adebayo qui sont ses lieutenants ont respectivement, je ne sais plus, 24, 25 ans et 26, 27 ans pour Bam Adebayo. Donc voilà, on a des joueurs comme Terry Rozier aussi. Et à côté de ça, on a des joueurs plus jeunes, tout simplement, comme Jaime Raquez Jr. ou tout simplement Kelly Ware qui a fait une excellente Summer League. Donc on ne sait pas exactement où en est le projet. Si Jimmy Butler se révèle être dans la forme de sa vie à 35 ans, ce sera très bien et j'aurais fait une erreur. Mais à côté de ça, on sait aussi que c'est sa dernière année de contrat, que pour l'instant le Heat a refusé de le re-signer à un montant max tout simplement. Ça peut être assez compliqué pour eux et au final c'est peut-être la meilleure chose qui leur arriverait de commencer à tanker. Ce ne sera pas cette année parce que Bam Adebayo est un joueur supérieur. Tyler Herro peut tenir la main ou le poste 2, mais même ce qu'on peut rajouter à ça, c'est que ces joueurs n'ont finalement que très peu de vécu ensemble, que ce soit Tyler Herro avec Jimmy Butler, Nikola Jovic avec Jimmy Butler, Terry Rozier avec le reste de l'effectif ou Kelly Ware qui est un poste 5 qui peut se décaler en 4 mais qui n'a jamais joué avec Bam Adebayo ou les autres tout simplement parce qu'il est rookie. Donc évidemment il y a des problématiques qui se posent. L'autre problématique c'est le manque flagrant d'un meneur de métier, d'un vrai meneur hein, parce que Terry Rozier est un poste 2 dans le texte même s'il fait la taille d'un poste 1. Donc voilà, énormément de défauts à cet effectif qui pour moi pourra faire des surprises en play-in ou en play-off mais qui risque surtout de faire une assez mauvaise saison, d'ailleurs je vous l'ai pas dit, à 38 victoires pour 44 défaites. Bref, continuons sur cette route avec la 9e place et j'ai décidé de mettre un effectif que je pense pourrait être intéressant l'année prochaine. De toute façon, vous l'avez deviné, on n'en a pas encore parlé. Je vais vous parler des Hornets. C'est peut-être le gros pari pour l'année prochaine, hein, mais je pense que si LaMelo Ball arrive enfin à jouer plus de 60 matchs, potentiellement, ça pourrait le faire. On a encore, malheureusement, Miles Bridges, mais qui est un joueur confirmé maintenant en NBA. Tidjane Salin, qui est pour moi un joueur qui s'avérerait être en première année déjà défensivement au moins très intéressant et qui pourra rentrer quelques shoots, hein, même si pour moi il n'est pas favori au rookie de l'année, ça peut être très intéressant. On a à côté de Grant Williams, Brandon Miller, ils ont été récupérés Josh Green, Treman qui fait une fin de saison avec les Hornets qui est vraiment intéressante. Ça veut dire qu'on a vraiment un effectif, LaMelo Ball, Treman, Brandon Miller, Jeremy Grant et bien sûr Mark Williams, si lui aussi arrive enfin à être sur ses jambes, qui pourrait vraiment surprendre énormément de personnes. Je parle pas de Miles Bridges, mais évidemment à voir lequel marche le mieux en poste 4 à la place peut-être d'un Grant Williams, mais pour moi j'aimais vraiment cet aspect défensif de Grant Williams. Je pense que ses qualités de shoot, de scoring plutôt, pourront vraiment être compensées par Brandon Miller et par peut-être Treman en 3e option autour de 13 points de moyenne, quelque chose comme ça, et je pense vraiment qu'on peut avoir un effectif qui gagne donc 39 matchs dans ma projection pour 43 défaites. LaMelo Ball a passé déjà plusieurs stades l'année dernière. Quand il jouait, il avait passé à un niveau défensif à mon sens qui était très intéressant pour l'avenir, et en plus de ça je trouve qu'on a trouvé, en tout cas pour cet effectif des Hornets, un 6e homme et un meneur gestionnaire derrière LaMelo Ball avec Vassili Micic qui fait aussi une très bonne fin de saison. Enfin bref, énormément de potentiel, de joueurs intéressants à suivre, un peu une darling potentielle de cette conférence Est. Donc il suffit tout simplement maintenant de virer Miles Bridges et on sera tous très contents.
Enfin bref, on va continuer avec cette 8e place et j'ai décidé de mettre en 41 victoires et 41 défaites les Pacers, tout simplement. Bah là, ça va vous paraître assez étrange dans le sens où il y a énormément de progression dans cet effectif. Il y a eu le transfert de Pascal Siakam. On a vu la fin de saison, les JO de Andrew Nembhard. Il y a Miles Turner toujours, Bénédicte Mathurin, Obi Toppin a re-signé. Enfin bref, énormément de joueurs, mais à mon sens, même Ben Sheppard peut passer à un certain niveau. Jarrett Walker évidemment. Bref, quand je regarde cet effectif, j'ai vraiment l'impression que c'est une équipe d'avenir. C'est une équipe d'avenir certes, mais déjà pour moi l'année dernière, il y a eu énormément de blessures et de sous-performances. Potentiellement, là il y en aura moins. Je ne sais pas. Et autre raison, c'est que même pendant les playoffs qui les ont amenés jusqu'en finale de conférence à l'Est, je n'ai pas eu l'impression d'une connexion particulière entre Tyrese Haliburton et Pascal Siakam. J'ai vraiment du mal avec ce duo dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. J'ai beaucoup d'espoir par contre sur Bénédicte Mathurin qui passe un step, que ce soit en 6e homme ou sur un poste 2, potentiel 3e option vraiment très intéressante. À voir qui aura ce rôle-là entre lui et Nembhard. Mais que ce soit lui ou l'autre, ils auront tous les deux un rôle, que ce soit en sortie de banc ou sur le poste 2, vraiment intéressante. Mais je pense qu'il y a des équipes meilleures et c'est un fait. Je pense que cette équipe a surperformé, a tombé sur d'autres effectifs qui étaient tout simplement blessés aussi. Les Bucks ou les Knicks n'étaient pas en état tout simplement de tenir 7 matchs. Donc voilà, Tyrese Haliburton aussi, il n'a pas tendance non plus à se blesser énormément, mais par contre, il peut sous-performer pendant des périodes assez longues, et ça me fait dire tout simplement que cette saison pourrait être la saison de l'humilité un petit peu pour ces Pacers, qui ne seront que 8e entre guillemets. Enfin bref, on va continuer avec cette 7e place, et en 7e place, ça va pas vous paraître étonnant, mais bon, c'est mes projections, tout simplement, j'ai décidé de vous parler des Hawks. C'est encore une quote assez difficile à tenir aujourd'hui avec le transfert et tout simplement l'échec des jeunes Téméraires Trae Young, mais je pense pouvoir vous dire que c'est assez logique de penser ça, tout simplement parce qu'on rajeunit un effectif, on lui donne plus de potentiel à mon sens. On a aussi une année d'expérience en plus pour un joueur comme Jalen Johnson qui s'est entraîné tout l'été avec Trae Young. On a l'arrivée d'un premier choix de la draft avec Zachary Rizaché, même si on ne parle pas d'une grande star internationale, d'un futur Wembanyama ou ce genre de choses. On a vraiment un effectif qui devient très intéressant à mon sens. On a l'arrivée de Larry Nance sur un poste 5, small ball assez intéressant, mais je vais m'expliquer. Pour moi, Trae Young était beaucoup plus limité par tout simplement l'arrivée de Dejounte Murray et devait jouer à contre-tempo lorsqu'il était sur le terrain et tout simplement, il n'arrivait pas à jouer son jeu. Là, il va être mis aux côtés de Trae, on aura un effectif, je pense, Trae Young, Dyson Daniels, Zachary Rizaché ou peut-être un autre avec un Jalen Johnson et tout simplement Onyeka Okongwu ou Clint Capela tout simplement en 5, ça ne fait pas rêver, on est bien d'accord. On a aussi peut-être une progression de Kobe Buffkin qui est pour moi un joueur d'avenir très intéressant, je suis persuadé qu'il fera une carrière. Bref, on a vraiment des joueurs jeunes avec Kobe Buffkin et Dyson Daniels notamment qui peuvent passer des caps dès l'année prochaine, je parie aussi sur ça, mais aussi un Trae Young qui a déjà prouvé qu'à l'Est, à lui tout seul, il pouvait emmener les Hawks en play-off. C'est ce que je parie qu'il va faire cette année, parce que je parie vraiment sur une année énorme de Trae Young, sur une connexion avec un Jalen Johnson qui est peut-être le meilleur joueur avec lequel, j'ai vraiment du mal à finir cette phrase, mais avec lequel Trae Young a joué dans sa carrière. On aura peut-être enfin le fait de mettre Clint Capela sur le banc pour Onyeka Okongwu, et bien sûr un Zachary Rizaché qui pourra prendre énormément d'expérience avec cet effectif-là, j'allais dire ce trio, mais surtout ce duo-là, qui pourra rester dans son rôle et on lui demandera pas d'être the superstar pour une équipe à 15 victoires. Ce ne sera pas le cas aux Hawks et je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite, on a un Dyson Daniels qui est pour moi un meneur ailier assez particulier, mais très intéressant. Avec l'Australie, il était très fort, tout simplement, si vous avez regardé les JO.
Et je pense que lui peut être vraiment ce défenseur shooter, parce qu'il a également un petit peu amélioré son shoot, ce qui n'était pas gagné, mais on sait que les Pelicans sont très forts pour ça depuis l'année dernière. Potentiellement à côté de Trae Young, je pense que lui peut vraiment espacer ce terrain, en tout cas sur certaines séquences, mais défendre fort là où Dejounte Murray ne l'a jamais fait. Il pourrait jouer 3, il peut prendre la balle aussi pour des passes vraiment réfléchies et des passes intelligentes. C'est vraiment un meneur de jeu de métier à la base. Et il a cette vision, cet IQ, et on l'a encore vu cet été. Je pense vraiment qu'il peut passer un cap, que ce soit au scoring, dans son rôle, en défense, dans tous les aspects du jeu. Et je pense au final que tu as un apport bien plus intéressant avec Dyson Daniels qu'avec Dejounte Murray. À côté de ça, évidemment, j'ai parlé de Kobe Bufkin, qui pour moi peut être ce 6e ou 7e homme très intéressant. On a évidemment Bogdan Bogdanovic qui, si les Hawks gagnaient plus de matchs ou jouaient mieux sur les dernières années, serait tout simplement le 6e homme de l'année à mon sens, au moins sur 1 ou 2 ans. Et bien sûr, on a un très bon coaching staff. On a vraiment, avec Quinn Snyder, un coaching staff important et qui sait ce qu'il fait. Je pense vraiment qu'il était limité par le fait que ces 2 stars étaient sur le même poste et qu'en fait, il n'a jamais voulu ça. Maintenant qu'il a que Trae Young avec un poste 4 et des jeunes autour, je pense vraiment qu'il peut s'amuser, il peut vraiment être beaucoup plus important dans son coaching et beaucoup plus efficace. C'est pour ça que je leur donne 42 victoires pour 40 défaites et que je pense qu'ils peuvent sortir même de ce play-in, tout simplement. Donc voilà, très intéressant. Je pense qu'on est sur une saison All-Star de Trae Young hyper importante. Une saison où il repasse encore un cap, ou en tout cas il remontre à ses détracteurs qui il est, parce qu'il était peut-être le joueur le plus surcoté de la NBA il y a 4 ans ou il y a 3 ans. Maintenant je pense que c'est l'un des plus sous-cotés, ça va vraiment très vite en NBA, et ça me dérange énormément. Donc oui, les Hawks seront 7e dans mes prévisions NBA. Enfin bref, on va passer directement à la 6e place maintenant, tout simplement, avec une équipe des Cavaliers. Tout simplement, une équipe des Cavaliers qui est autour de 46 victoires pour 36 défaites. Donc là, j'ai énormément de choses à dire et en même temps, ce sera peut-être le sujet d'un podcast, on verra. Mais j'adore leur nouvel entraîneur en chef, évidemment, Kenny Atkinson, qui était là lors des JO aussi. Je trouve que Kenny Atkinson pourra révéler énormément de talent en plus, comparé à l'ancien coach. Je parle surtout de la relation entre Darius Garland, Donovan Mitchell, ou la relation entre Jarrett Allen et Evan Mobley. Peut-être qu'il y a un des 4 qui devra partir. C'est une équipe en saison régulière qui gagnera ses matchs. C'est pour ça j'ai encore du mal avec leur compatibilité, avec leur poste 3, que ce soit Isaac Okoro, je ne sais pas, George Niang, Max Strus ou ce genre de joueurs. Je ne sais pas qui pourra prendre ce poste 3. Je ne sais pas si ce backcourt est tenable, que ce soit en play-off ou même sur plusieurs années. Je ne sais pas si Darius Garland, qui, on le rappelle, a été souvent blessé, qui a perdu beaucoup de kilos, qui s'est fait limite crever un œil, casser la mâchoire, ça a été vrai en plus, pourra revenir enfin à un bon niveau, j'y crois. Vraiment, ces 2 dernières années, c'était des faits malgré lui. Je pense pas qu'il ait perdu ce talent-là. Je pense surtout qu'il était borgne à un moment donné et puis il a perdu 8 kilos cette année. C'est assez compliqué pour lui. Évidemment, s'il n'arrive pas à rester en santé, c'est aussi de sa faute, entre guillemets. Mais peut-être qu'on aura une saison de la rédemption pour lui, à voir. Et bien sûr, Donovan Mitchell, on le voit chaque année, on le sous-cote chaque année. Et chaque année, il nous montre que c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Donc oui, 46 victoires. Après, je ne sais pas s'il faudrait placer Evan Mobley sur un poste 5, s'il faudrait peut-être transférer Jarrett Allen ou Darius Garland, ou même Evan Mobley. Je ne sais pas ce qu'a prévu ce coach Kenny Atkinson, mais tout ce que je sais, c'est que on fait un step-up du côté tout simplement du coaching staff, du côté un petit peu de la stratégie de jeu. Donc on va voir si les joueurs suivent. Ça ne fait pas une saison vraiment différente de l'année dernière pour les Cavaliers, pardon. Ils finissent 6e là où ils avaient été, je crois, 4e cette année. Donc petite régression, mais je pense vraiment que l'Est sera potentiellement plus compétitif cette année. On verra avec le haut dans quelques minutes, le haut du classement. Mais voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Je pense qu'on aura une grosse année de Donovan Mitchell et il y aura des décisions à prendre parce que cet effectif stagne. Cet effectif a peut-être atteint son plein potentiel avec ce nouveau coach et cet effectif a peut-être pour comme plus haute hauteur, entre guillemets, un 2e tour de play-off. Et ça pose énormément de questions, évidemment. Enfin bref, on va continuer avec
cette 5e place. Excusez-moi, je me suis perdu. J'ai parlé déjà de 9 équipes. C'est quand même assez fou comment ça va vite et en même temps comment c'est du sport. Vraiment de se remettre en perspective chaque effectif, chaque situation, en évitant évidemment de dire trop de bêtises. Mais sur cette 5e place, j'ai décidé du coup de vous parler des Bucks, tout simplement. Ça va vous paraître assez bas, je pense, mais pour moi, ils finiront avec 49 victoires et 33 défaites, tout simplement. Pourquoi ? Parce que déjà, je pense que le haut de l'Est sera assez serré. Donc là, on est vraiment sur du détail de la 5e à la 2e place, entre guillemets, c'est vraiment du détail. Et je pense que on a un effectif qui est plus fort que l'année dernière, mais un effectif qui reste quand même très vieillissant. C'est-à-dire qu'on a toujours Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo, et pour moi, c'est vraiment ce qui va faire vivre cet effectif. Je pense que Lillard sera sur une saison bien plus intéressante que l'année dernière. Je trouve l'arrivée de Gary Trent Jr. pour un salaire de misère, entre guillemets, vraiment intéressant, parce que vraiment, c'est un très bon intercepteur. En défense, il avait vraiment passé un cap avec les Raptors, et c'est un mec qui peut shooter de manière constante et assez intéressante. Je crois qu'il a passé une saison noire aux Raptors où tout simplement il n'avait pas le temps de jeu qu'il méritait, il n'était pas dans les projets, son rôle a changé au moins 3 fois. Donc voilà, j'aime assez ce backcourt, même si je ne sais pas s'il va tenir toute la saison ou si Gary Trent Jr. sortira du banc par moment, mais j'aime assez ce qui se passe. On aura peut-être un peu de Pat Connaughton, ce genre de choses, et ça reste faiblard, c'est là où je vais en venir déjà. C'est qu'à côté de ça, on a un Brook Lopez qui vraiment a perdu de son aura, qui commence vraiment à se faire vieux, je crois qu'il a 36 ans aujourd'hui, et un Chris Middleton qui n'a que 32 ans, mais qui n'est déjà plus le défenseur qu'il était sur les ailes lors du titre de Giannis Antetokounmpo et des Bucks en 2021. C'est encore un joueur incroyable en attaque, mais qui n'arrive pas à trouver un rythme cohérent sur toute une saison parce qu'il se blesse énormément. Et en fait, j'ai vraiment peur d'une rupture d'un de ces deux cadres, de Brook Lopez ou de Chris Middleton, qui les ferait passer en dessous des 50 victoires. Bon, ils sont à 49, ça va. Mais vous voyez ce que je veux dire. À côté de ça, je trouve déjà, on a perdu des joueurs comme Patrick Beverley. Bon, ce n'est pas la plus grosse perte du monde, mais on a vraiment un banc qui tourne sur I.G. Johnson, sur Marshawn Beauchamp, sur un Jay Crowder, je ne sais plus vraiment ce qu'il vaut aujourd'hui, s'il vaut encore quelque chose. Tyler Smith, c'est encore une fois pour moi des joueurs gadgets, des joueurs qu'on peut leur demander soit pour les uns de shooter, soit de couper, ou soit de défendre, mais ils ne peuvent pas faire les trois. C'est pas des role players complets ou élites aujourd'hui. Pat Connaughton ne l'est plus aussi, même si élite c'est un gros mot pour lui également. Je pense vraiment qu'il manque énormément de profondeur à cet effectif. Il faut que l'un de ces jeunes passe un cap ou se révèle sur un 5 majeur être assez intéressant. Le problème étant aussi que Doc Rivers, le coach, dont je n'ai pas confiance évidemment, surtout en play-off, mais en régulière ça passe, j'ai peu confiance sur le fait qu'il s'appuie sur les jeunes. Je pense vraiment qu'il va s'appuyer sur ses cadres et il va les lessiver potentiellement. Et ça me fait assez peur, je l'avoue. Et puis Bobby Portis, c'est un joueur très très intéressant, un 6e homme de l'année dans le potentiel. Il pourrait l'être d'ailleurs cette année. Mais à côté de ça, en play-off, je ne suis pas convaincu. Même si c'est pas le sujet aujourd'hui, je pense vraiment que cette équipe qui vraiment avait une assise défensive colossale sur les dernières saisons, qui pouvait donc se permettre d'avoir des joueurs comme Bobby Portis qui étaient là que pour scorer et qui n'avaient pas ce besoin de défendre comme ça. Et bien aujourd'hui, je pense qu'un Bobby Portis, comme d'autres, comme Chris Middleton, comme Damian Lillard, font énormément de mal à cet effectif défensivement. Voilà pourquoi je les mets 5e, mais vous allez le voir avec cette 4e place, et on va en parler tout de suite. Excusez-moi, cette 4e place, on est aussi sur 49 victoires pour 33 défaites. Et j'ai décidé tout simplement d'aborder ici le cas des 76ers. Alors, un effectif pour moi qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus intéressant que ces Bucks, mais un effectif qui ne se connaît pas. Première raison. Donc on a vraiment Joel Embiid, Tyrese Maxey et Paul George. Déjà un big three vraiment intéressant. Encore dans la force de l'âge, même si Embiid et Paul George se blessent énormément. Donc ça c'est la deuxième raison que je spoil ici. Et autour de ça, on a vraiment du banc qui s'est ajouté avec André Drummond, Kelly Oubre. On a des joueurs même
plus bas, même si je sais pas s'ils auront un rôle véritablement, avec Robert Covington, Kenyon Martin Jr. Enfin bref, on a du joueur, on a vraiment du talent sur cet effectif. On a aussi l'arrivée de notre Frenchie qui a eu un salaire pour un an, le temps de prouver qu'il puisse faire un retour en NBA, décidément, avec Yabusele. Donc voilà, j'aime assez ce qui se passe. On aura un 5 sûrement avec Tyrese Maxey, avec je ne sais pas qui sera le numéro 2, mais à côté de ça, on aura Paul George, Caleb Martin, Joel Embiid, potentiellement Yabusele, s'il arrive vraiment à montrer qu'il a le niveau pour la NBA. On aura énormément de bancs, ou en tout cas un banc beaucoup plus intéressant que l'année dernière. Mais je pense qu'on aura des périodes, et j'espère qu'ils ne se blesseront pas autant, en tout cas pour Joel Embiid, qui ne se blessera pas autant que l'année dernière. Il avait loupé, je crois, plus de 30 ou 40 matchs. Mais je crois quand même qu'il y a des joueurs qui devront être mis sur le repos, qu'il y a aussi des joueurs très anciens, des vétérans de chez vétérans, avec Kyle Lowry, avec Eric Gordon, etc. Donc je pense qu'ils vont laisser passer des matchs et des victoires potentielles, tout simplement parce que des fois il y aura que Tyrese Maxey et Paul George, ou alors deux seront sur le banc, ou alors il y aura des blessures pendant une certaine période. Aujourd'hui, ils peuvent se permettre plus de blessures, déjà parce que le backup de Joel Embiid et André Drummond, je trouve que c'est un bon ajout, notamment pour prendre de la place dans la peinture, pour choper des rebonds évidemment, et pour scorer, voilà ce que Tyrese Maxey et consorts pourront lui donner comme ballon, Kyle Lowry potentiellement. Donc voilà, ça peut être plus intéressant qu'à Paul Reed. Je pense qu'ils pourront faire une très bonne saison, très plaisante à regarder jouer. Je pense pas qu'ils passent les 50 victoires, tout simplement parce que cet effectif ne tiendra pas peut-être 82 matchs. Il mettra peut-être aussi un petit temps d'adaptation avant de devenir vraiment compétitif en début de saison. Mais je pense que c'est un des meilleurs effectifs pour les playoffs, en tout cas dans le potentiel, et c'est potentiellement l'année de Joel Embiid pour enfin montrer que voilà, c'est un joueur qui t'emmène à un titre. Il a une deuxième option en Tyrese Maxey, une deuxième autre option en Paul George, selon qui sera le meilleur, qui pourront vraiment lui permettre d'atteindre cette finale de conférence d'abord, et potentiellement, soyons fous, cette finale NBA. Même s'il ne la gagne pas, ce sera un grand enjeu pour lui d'enfin passer ce stade des demi-finales de conférence qui est sa peste, qui est son chat noir. C'est assez problématique pour sa carrière et sa legacy, et puis même pour ses Sixers. On parlait de The Process, le process commence à se faire vraiment long. Et puis un dernier point, j'espère vraiment que Tyrese, et j'y crois, Tyrese Maxey passe enfin, enfin c'est un petit peu exagéré, mais passe ce dernier cap potentiel de superstar. Je pense que ce n'est pas une superstar aujourd'hui, mais il sort d'une saison à 26 points de moyenne. Je pense que vraiment dans la manière et dans l'impact, il peut viser encore plus haut. Il est encore très jeune, et c'est ça que je vise pour lui. C'est pour ça que je vais regarder les Sixers aussi l'année prochaine. Enfin bref, voilà, une 4e place, donc avantage du terrain pour les Sixers qui affronteraient donc les Bucks, et on va voir enfin qui affronterait les Cavaliers dans ma simulation. En 3e position, nous avons donc le Magic. Et là, on passe les 50 victoires, parce que je leur ai mis effectivement 50 victoires pour 32 défaites. Donc cette équipe du Magic, vous l'aurez compris, je l'ai très haute, et en même temps, il n'était pas si loin de ça l'année dernière, mais je pense qu'avec un an de plus et avec l'ajout d'un Kentavious Caldwell-Pope, ça peut être un effectif grandi, qui prend énormément en maturité, qui a une capacité de scoring et de shoot supérieure. On a aussi une progression évidemment de ces cadres, de ces jeunes qui pourraient être assez phénoménales. Je pense à Franz Wagner qui a fait des JO. Il faut juste voir la gueule des JO qu'il a fait, c'est impressionnant, et je pense vraiment qu'il pourrait être All-Star cette année. Et bien sûr, leur star principale, Paolo Banchero, qui est un scoreur incroyable, qui est un playmaker du poste 4, peut-être l'un des meilleurs en NBA à l'intérieur, si on compte les Jokic, etc. Et je pense qu'il a encore énormément de progrès à faire et qu'il peut passer encore des caps pour devenir cette superstar. À côté de ça, on a un des meilleurs bancs de la ligue. On a encore des jeunes avec qui on peut espérer une montée en puissance, que ce soit Tristan da Silva, Anthony Black. On a un effectif sur le poste 5 aussi avec Goga Bitadze, Wendell Carter Jr. On a vraiment de quoi
poser une assise, que ce soit défensive ou autre. Je pense vraiment que ce banc permettait à cette équipe déjà de gagner des matchs parce qu'ils ont un des meilleurs bancs de NBA avec les Pacers. Je pense que cette défense et cette assise défensive sur 48 minutes leur permettait d'être vraiment impactant. Donc c'était une équipe de play-off ou de play-in sur les prochaines années et c'était leur plancher entre guillemets. Mais avec l'ajout d'un joueur comme Kentavious Caldwell-Pope, KCP, ça va être plus simple à dire, avec la progression potentielle de Jalen Suggs, de Franz Wagner, je pense que offensivement, on aura du talent qui leur permettront de passer ce dernier step ou en tout cas cet avant-dernier step pour vraiment devenir un contender. J'avoue que je ne les vois pas encore malgré leurs 50 victoires en tant que contender. Voilà. Donc pour moi, c'est sur ça que ça va jouer. J'attends vraiment une saison potentielle de Paolo Banchero à 25-26 points de moyenne, un Franz Wagner qui suit un petit peu ces rouages là aussi, et autour de ça, des joueurs capables de shooter à un plus gros potentiel. Jet Howard, on le verra peut-être plus sur le terrain. Gary Harris aussi. Il y a des shooters maintenant dans cet effectif, en tout cas des shooters plus mûrs, et bien sûr KCP qui pour moi sur un poste 2 pourrait vraiment faire le taf. Ce qui manquerait, c'est un deuxième playmaker. C'est peut-être ça le dernier cap, ou en tout cas le dernier transfert à faire, à moins que Jalen Suggs se révèle sur son playmaking, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le joueur qu'on avait lorsqu'il était en NCAA, en tout cas niveau playmaking. Donc voilà ce qui manque un petit peu. Mais avec Paolo Banchero et Franz Wagner sur les ailes, c'est tout à fait compensable, entre guillemets. Raison pour laquelle je les mets 3e, parce que je pense que cette assise défensive et ces progrès un petit peu en attaque les feront passer ce step assez léger, mais ce step quand même. Enfin voilà, j'ai commence vraiment à avoir mal à la gorge, tellement je parle vite et seul. C'est pour ça aussi qu'il faudrait que je pense à faire des podcasts en duo avec d'autres personnes. Ça pourrait être très intéressant aussi pour avoir des contre-avis entre guillemets. Mais du coup, on va passer directement à cette deuxième position de la conférence Est. Et voilà, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec les 2 dernières équipes que je n'ai pas abordées. Allons-y. Cette deuxième place, du coup, je vais l'accorder tout simplement aux Knicks. Et vous le voyez, c'est très serré parce que je leur donne 52 victoires pour 30 défaites. Donc vraiment, cette conférence Est est une jungle pour les premières places. Mais on voit aussi qu'il y a énormément moins de talent à l'Est que potentiellement à l'Ouest. Vous le verrez de toute façon dans un prochain podcast. Mais donc, c'est Knicks. Où en est-on ? Eh ben, tout simplement, on est déjà une saison exceptionnelle. On a un renouveau des Knicks avec une assise, elle aussi défensive et une hargne tout à fait intéressante, inculquée par Thibodeau, par Jalen Brunson, qui est devenu une superstar. Et on a un ajout très intéressant avec l'arrivée de Mikal Bridges. On a donné tout simplement tout le futur des Knicks sur les prochaines années pour ce joueur, pour réunir les tres amigos entre guillemets, parce qu'on a Jalen Brunson, Mikal Bridges, Donte DiVincenzo et Josh Hart qui ont tous joué ensemble en NCAA. Donc des bons potes. Déjà amicalement, ça pourrait avoir une cohésion qui est très importante. On a aussi OG Anunoby qui aura enfin une saison complète dans les pattes avec cet effectif des Knicks. Et on a sûrement en Mikal Bridges, en OG Anunoby, 2 des meilleurs défenseurs de la ligue, des potentiels depoy tous les deux. On a Jalen Brunson qui n'arrête pas de montrer qu'il est l'un des meilleurs joueurs de la ligue. À côté de ça, on a des soldats qui se révèlent dans les gros moments, au contraire de certains, et qui montent leur niveau en play-off avec DiVincenzo, Josh Hart, etc. Et j'ai même pas encore parlé de Julius Randle, à voir s'il a vraiment un avenir à long terme dans cet effectif. Mais c'est très intéressant pour lui parce que, tout simplement, il est déchargé offensivement d'énormément de responsabilités dans le cas où il joue en play-off. Mais on verra. Parce que vous le voyez au nom que je cite, il y a énormément de monde sur ses ailes. Imaginez un petit peu comment les faire jouer. Jalen Brunson, qui sera le poste 2. Donc on peut imaginer un OG Anunoby, mais il jouait en 4 pendant les playoffs. Donc est-ce que c'est vraiment intéressant et est-ce que c'est son poste naturel? Je ne sais pas. Peut-être un Mike McBride. Celui-là était dur à dire. McBride à côté de lui, ou alors un Josh Hart. Moi personnellement, si on m'écoutait, évidemment, je ferais un 5 Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges. Et c'est là qu'on rentre dans les problèmes. OG Anunoby, et bien sûr, en 5 ensuite, je mettrais Mitchell Robinson. Mais on arrive sur 2 problèmes. Le premier, c'est que évidemment, on peut pas mettre sur le banc un joueur comme Julius Randle. Mais je ne sais pas si, et il le sera peut-être en saison régulière, mais en play-off, c'est à voir, s'il sera aussi un bon contributeur qu'un joueur comme OG Anunoby.
Donc moi, ça me pose énormément de questions. Je pense que les Knicks se posent la même question. Julius Randle est un All-Star, est un joueur qu'il faut respecter, mais il y a énormément de monde, et si on peut récupérer un autre talent niveau potentiel star, niveau All-Star, ou en tout cas au moins du niveau de Julius Randle, ce qui est aussi dur à trouver, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est là aujourd'hui, ça peut être très intéressant. Donc pour être logique, on parlerait d'un Jalen Brunson, OG Anunoby, Michael Bridges, Julius Randle, et en 5, on parle de notre deuxième problème, Mitchell Robinson. Mitchell Robinson est un joueur défensivement très intéressant, qui prend énormément de rebonds offensifs, mais qui se blesse aussi énormément. Il a fait qu'une saison à plus de 60 matchs joués depuis son arrivée à New York, depuis sa draft, donc ça me pose énormément de problèmes, vous l'aurez compris. Et derrière lui, tout simplement, avec le départ d'Hartenstein vers OKC, il n'y a plus personne. Donc, plus personne. Il y a Precious Achiuwa et je ne sais plus son nom, excusez-moi, Jericho Sims. Voilà. C'est bien de faire un effectif aussi complet sur la main, les ailes jusqu'au poste 4, mais si ensuite on se fait ouvrir par des joueurs comme Joel Embiid ou Giannis Antetokounmpo en play-off, parce qu'en fait celui qui doit défendre sur eux c'est Jericho Sims, ça posera énormément de problèmes. C'est pour ça aussi aujourd'hui, et que je sors peut-être ce podcast trop tôt, c'est qu'ils sont en pleine négociation avec le Jazz pour récupérer leur jeune, dont j'ai oublié le nom lui aussi, effectivement c'est assez compliqué, mais leur jeune poste 5 qui était dans le top 5 Rookie of the Year l'année dernière, un joueur qui n'a pas l'air d'être dans le projet du Jazz, c'est assez particulier, il faudrait en savoir plus, mais pour l'instant on ne sait pas ce qui s'y passe, donc voilà, je trouve ça très intéressant s'ils arrivent à avoir ce deuxième joueur potentiellement backup de Mitchell Robinson, ou qui pourrait même prendre sa place, parce que je pense que au niveau de son plafond, il pourrait être un potentiel all defensive si vraiment on parle de son plafond max lorsqu'il sera mûr, tout simplement. Et dernière petite gâterie, évidemment, je pense que cet effectif est surcomplet, un banc énormissime, un effectif qui fait rêver, quand on parlait des Knicks certaines années, c'était pas vraiment la même chose. À côté de ça, évidemment, il manque peut-être cette deuxième star, cette deuxième superstar qui est nécessaire pour aller jusqu'au titre NBA, à voir quel niveau aura Julius Randle, à voir quel rôle prendra Michael Bridges après son passage au Nets. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, mais sur une saison régulière, je suis sûr qu'ils auront de quoi faire tourner, ils auront de quoi surperformer. L'année dernière, déjà, ils sont montés en pression au fur et à mesure de la saison. Je pense que là, avec les playoffs qu'ils ont passés, l'année qu'ils ont passé ensemble, ils vont atteindre un niveau assez colossal. Et puis j'aime aussi bien l'ajout de leur... ils n'ont pas pu évidemment drafter haut, mais Tyler Colleg sur un poste 1, c'est vraiment super intéressant pour l'avenir. Pas comme Dadier, même si je ne sais pas s'il va jouer cette année ou s'il est en Europe, c'est aussi super intéressant pour l'avenir. Donc voilà. Il y a du monde, il y a quelques jeunes que j'ai cités, même s'ils joueront pas. Il y a vraiment de quoi faire les tout roubles faits pour un effectif comme ça. Et je pense que cet effectif, et tout le monde le pense d'ailleurs, a été construit pour arrêter ceux que je mets en numéro 1 dans cette conférence Est. Ce sont les Celtics. Je pense vraiment qu'ils ont été faits pour les arrêter, à voir si ça marche, mais en tout cas avec le talent défensif élite de chez élite sur les ailes, ça peut être très intéressant, même si il n'y a aucune solution à apporter à un joueur comme Porzingis. Bref, on va pas mélanger, on va parler du coup des numéros 1, les Celtics que j'ai cités, qui pour moi c'est vraiment les mots sortent bizarrement après presque une heure à parler tout seul, mais ces Celtics du coup feront plus de 57 victoires à mon sens pour 25 défaites. Vous allez me dire que je vise un petit peu bas. Déjà, faire une saison à plus de 60 victoires 2 années d'affilée, c'est compliqué. Ensuite, ce que j'aimerais dire, c'est que on parle d'un effectif qui va en finale de conférence, qui va en finale tout court chaque année. C'est un effectif qui pourrait être fatigué, que ce soit Jason Tatum, Jaylen Brown, Derrick White, etc., mais aussi avec certains cadres à risque en fait. Kristaps Porzingis a déjà joué très peu de matchs en fin des playoffs. Il a été blessé l'année dernière. Alors Ford a 38 ans maintenant, 38 ans je crois. Et je pense que sur ce poste 5 notamment, il y aura des trous, il y aura des problèmes. Je pense que si on doit compter trop longtemps sur potentiellement un Xavier Tillman, ça peut poser quelques problèmes comme je viens de le dire. Mais encore une fois, on a un effectif, je pense en tout cas, totalement élite, peut-être le meilleur depuis l'ère des Warriors en 2019. Je pense vraiment que Jason Tatum pourrait avoir à cœur
de faire taire les disrespects et de jouer beaucoup plus en MVP cette année. Je pense que Jaylen Brown a prouvé et reprouvera encore que c'est un joueur totalement élite. Je pense que aussi les JO, pour revenir à Jason Tatum, ont posé cette marque du disrespect qu'il faut corriger. Donc je m'attends à une grosse saison de sa part. Après, j'ai du mal avec Kristaps Porzingis sur 82 matchs plus les playoffs. Derrick White et Jrue Holiday seront encore là. Donc voilà, j'ai l'impression de me justifier beaucoup trop dans le négatif pour 57 victoires, mais je pense que beaucoup ont envoyé 63, 62. Là, on est vraiment dans la tranche basse de ce qui va se passer. On a aussi des ajouts super intéressants. Jaden Springer, qui est un des meilleurs joueurs de G-League. On a l'arrivée aussi de l'ancien des Spurs et des Nets, je n'ai plus son nom, mais bref, qui est un joueur à 38% à 3 points, qui pourrait vraiment être intéressant dans un rôle de 8e homme. Peyton Pritchard, qui est sous-dimensionné, arrive toujours à faire mentir en faisant d'excellentes saisons et parfois des playoffs très corrects. On aura peut-être beaucoup plus de minutes de Jordan Walsh. Bref, on aura effectivement un effectif qui est incroyable. Sam Hauser, Luke Cornett en 8e, 9e, je ne sais pas, 10e homme. On a un effectif de 10 joueurs qui potentiellement peuvent tous jouer en play-off au vu de leur niveau, donc je pense que ça peut être très intéressant. Le seul danger qu'ils pourraient avoir, c'est comme je l'ai dit, l'âge et la condition physique de leur intérieur, mais je pense que la relation Jason Tatum, Jaylen Brown est vraiment très bien. Il y a eu des moments où on parlait d'une séparation. Là, jamais ça n'arrivera, je pense. Enfin, jamais ça n'arrivera dans les 2-3 prochaines années. Jrue Holiday est encore à son prime défensivement. Derrick White sort de potentiellement sa meilleure saison en carrière en termes d'impact. Voilà, cet effectif repartirait potentiellement sur un back-to-back et on serait tout à fait capable à faire attention parce que c'est aussi un effectif qui a souvent sous-performé, même pendant ces playoffs-là, même s'ils perdaient qu'un match, parce qu'ils étaient tellement au-dessus. Des fois, ça pouvait être compliqué. La relation avec Joe Mazzulla s'avérait compliquée, je sais, avec Jaylen Brown, avec certains cadres, il y a plus d'un an. Jason Tatum a quand même du mal avec son shoot. Heureusement que cet effectif joue à l'Est, à mon sens, quand même. Donc, en tout cas, en playoff. Donc voilà, 57 victoires, je calme les ardeurs de certains, mais pour moi, c'est déjà très, très correct. Et on part vraiment sur le plus gros contender en NBA aujourd'hui, sont potentiellement et sont sûrement d'ailleurs les Celtics. Enfin bref, voilà, on a enfin terminé avec cette conférence Est et je vais peut-être vous résumer un petit peu dans l'ordre de la 1 à la 15e place avant de vous quitter. Pour vous remettre un petit peu les idées en place, potentiellement débattre de certaines places ou certains sujets, ou tout simplement, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, sur certaines équipes. Enfin bref, alors en première place, les Celtics évidemment, les Knicks ensuite, le Magic en 3, les Sixers en 4, les Bucks en 5, les Cavaliers juste derrière en 6, les Hawks pour commencer le play-in en 7, les Pacers ensuite, les Hornets, le Heat en 10, pour sortir du play-in, la place un petit peu, la place maudite, le 11, j'ai décidé de mettre les Raptors, le 12, les Pistons, en 13, les Bulls, en 14, les Nets, et enfin en dernière place, les Wizards, à 17 victoires, les pauvres. Mais voilà, une belle reconstruction qui s'entame aussi. Donc voilà, j'espère que ce classement vous a plu. Je vous invite à faire le vôtre, que ce soit en commentaire, à me l'envoyer, etc. Ça peut être super intéressant. Et bien sûr, je vous retrouve pour un second épisode pour faire la conférence Ouest, et même un troisième pour faire mes favoris pour chaque titre individuel, MVP, MIP, DPOY, etc. Enfin bref, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous et à la prochaine. Au revoir.